Voici la Damawa, dans le nord du Cameroun, des villages pittoresques dans un univers sahélien. Et ces petites cabanes traditionnelles qui font la beauté du paysage. Des populations plus que naturelles, pas encore hantées par les démons de la modernité. Regardez ces hommes et femmes, regardez ces enfants qui savourent encore les plaisirs d'une vie simple. C'est dans cet univers que le soja règne désormais. Une plante pas connue ici, il y a seulement quelques années, mais qui aujourd'hui s'est imposée à l'agriculture locale. Aujourd'hui est jour de marché. Des hommes, des chefs de famille pour la plupart, défilent dans le point de vente local, porteurs chacun de sa récolte de soja, la première de cette saison. Camarade. Un dernier coup de propreté. Il s'agit de délester le soja de ses déchets, des cailloux, des branchages. Le contrôle de la marchandise ici est strict. Il faut servir la meilleure qualité qui soit.
100 kg au compteur. C'est le poids recherché pour chaque sac acheté. On le pèse, on le sous-pèse, puis on l'identifie selon le patronyme de son propriétaire. Ça fait déjà 4 ans qu'on est en train de cultiver le soja dans notre localité, ou bien Romekwa. Bon, le soja, aux années dernières, on acheté le soja à 20 000 francs. On sollicitait toute la culture du soja, puisque ça nous avançait envers notre localité-ci. Le soja nous avançait beaucoup à produire, aussi à donner l'argent. Le résultat, le voici. Une meilleure qualité de vie. Cet homme a aujourd'hui 3 femmes. Et selon les exigences du Coran, il peut s'en occuper équitablement grâce à ses revenus du soja. Ils sont des milliers désormais dans le septentrion Cameroun. Un peu plus de 6 000 paysans qui ont embrassé la culture du soja. 6 000 hommes et femmes dont la vie change jour après jour en mieux et qui désormais maîtrisent tous les rouages de la culture, la récolte et la vente du soja. Nous on récolte, on tape le soja, on amène sur le lieu du marché. L'an dernier, on a eu 90 hectares. Nous avons eu aussi ces 18 millions. Et cette année aussi, on a augmenté aussi des surfaces. Nous avons fait 92 hectares. Et nous avons déjà produit 1500, au-delà de 1500 pour la première récolte. Le soja, nous savons que vraiment ça nous aide beaucoup. Bon, un exemple, de mon côté, j'ai acheté le bœuf avec. Je me suis avancé. Et parce qu'on a acheté aussi le soja à 20 000 francs. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Et quand nous référons aussi au niveau de la dépense, vraiment, on dépense aussi beaucoup. Et nous traitons le terrain et nous semons, nous engageons aussi des moyens pour que les jobbers nous aident aussi, pour avoir aussi un bon rendement. Et quand nous amenons donc au niveau de la vente, sur le lieu de la vente, il faudrait aussi que vraiment le prix nous fait aussi de la joie. Je m'appelle Hamadama Koulaya. Voilà la mosquée que vous voyez. Je l'ai construite à mon agent de soja. Donc c'est pour amener, pour que les gens regardent ça et les amènent à faire comme moi. Il y a de cela 2 ans que j'ai commencé à acheter le sable. Après le sable, j'ai lancé directement les achats de sacs de ciment. Donc c'est après le ciment que j'ai engagé la main d'œuvre pour construire ça. Il attend l'argent de 400 sacs de soja qu'il a vendu pour la finition de cette mosquée. 400 sacs. Ceux-là, il y en a un peut-être qui n'est pas leur moto neuf. Et il y en a un qui n'est pas leur maison tollée comme vous avez vu. Et il y en a un peut-être qui ne pouvait pas, peut-être si vous demandez tout de suite, qui n'est pas 50 000 dans la poche, c'est le soja. Mais malgré tout, les 2 ans comme je disais, on a une frappe qui nous a touchés. Mais sinon le soja a tout fait. Les scolarisations pour nos villages, pendant les 12 ans aujourd'hui, depuis le commencement, même si ça le frappe de 2 ans,
Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas arriver à payer la scolarité de son enfant à l'université. Et combien de fois les écoles secondaires et tout, ce qui se dit, peut-être la peur. Tout ça, c'est le soja que nous ont fait. Avec la culture de soja, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Plus même que certaines cultures. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé quand je peux parler comme ça. Et avant, nos parents cultivaient le maïs, le mil, le manioc. Il y avait un peu de difficulté pour les rendements. Aujourd'hui, avec soja, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Et avec l'argent du soja, on a eu à envoyer nos enfants à l'école, faire même des constructions et même amener aussi les enfants ainsi que les malades aussi à l'hôpital. Ça nous aide beaucoup avec l'argent du soja. La culture du soja représente beaucoup de choses dans notre localité. Pourquoi? Parce que cette culture, depuis l'avènement de l'activité, beaucoup de mes membres se sont achetés soit des bœufs de trait, soit certains ont construit les maisons, certains ont envoyé les enfants à l'école. Dans d'autres cas, il y a le soin. Vraiment, cette activité nous a beaucoup soulagés. Le niveau de vie de mes membres a beaucoup augmenté. En ce qui concerne la supervision sur le terrain, probablement pour les achats, il y a l'équipe d'achat qu'on a mis sur le terrain qui sont en train de peser les sacs à 100 kg. Et sur ce, on a un état de paiement où est allié le nom des sous-acquiteurs et leur poids. Et quand on calcule le poids de tout un chacun, on défalque la situation de crédit et puis on leur paye le net à payer et suivi de délivrance des bordereaux d'achat. Donc sur ces bordereaux d'achat, on envoie au microfinance pour délivrer un chèque. À base de ce chèque, on paye de sous-acquiteurs. La situation de crédit, nous avons des intrants qu'on a mis à la disposition des sous-acquiteurs. Ces intrants sont les engrais, les glyphosates, les herbicides. Et nous mentionnons le prix des intrants, le prix des herbicides, le prix des engrais. Et on fait décharger ça à base de la fiche d'octroi de crédit que nous délivrons à tous les sous-acquiteurs, à tous les grands planteurs, que ce soit les coopératives. Donc, c'est ça qui justifie dans la situation de crédit. Des mesures de sécurité nées de l'insécurité créée par la secte islamique Boko Haram. Ici à Kosohon, non loin de Mogodé, à quelques encablures de Mokolo, dans l'extrême nord du pays, les cultivateurs du soja ont payé un lourd tribut à la secte. Un prix presque équivalent à l'ampleur que le soja avait pris dans la région. Le partenaire Kamlé, c'est avec eux que nous avons commencé. Ils ont demandé le test 15 sacs, c'est-à-dire 15 sacs de 100 kg, pour tester si notre TGX répond à au lait qu'ils produisent. C'est comme ça que nous avons commencé. Mais bien après, il y a ce programme qui est venu nous sécuriser en 2006. Ce programme, lui, est produit des huiles, des tourteaux. Il fait tout avec le soja. Maintenant, Kamlé prend un peu, mais ce programme prend en quantité. Jusqu'à 1700 membres se
c'est ce programme qui nous soutient. C'est-à-dire de 15 sacs de 100 kg au temps. Et aujourd'hui, on va à 30 000 sacs. 30 000 sacs, ça c'est ce programme. Mais je parle d'aujourd'hui, 30 000 sacs, c'est 2014. 2014-2015. 2015, 2016-2017. Ici à Kossoron, la grande zone qui produit le soja, nous avons le problème de Boko Haram que nous avons menacé. Beaucoup ont semé leurs champs, ils n'ont pas sarclé. Beaucoup ont sarclé, mais ils n'ont pas récolté. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on a été attaqué, mais il y a des villages maxi qui à 0 mètre de nous qui étaient attaqués. Tous les déplacés sont là. La population dont ici à Kossoron ne pouvait plus rester tranquille pour cultiver ce qu'ils ont semé. C'est comme ça que nous fuyons juste pour éviter le problème. C'est-à-dire fin 2014, début 2015, on est à 2016, vers la fin de 2016 que les choses sont calmées. Voilà donc presque 2 ans que nous avons frappé sans produit comme on veut la quantité. Alors que 2014, on a produit 30 000 sacs au Soprocam et 10 000 sacs au Kamlé. Ça veut dire que 40 000 sacs de 100 kg. Ça, c'est comme ça que nous avons commencé jusqu'à ce niveau de 15 sacs testés. Ça a répondu, mais pendant de 2002 et à 2014, disons 12 ans, on a répondu comme était. Nous avons eu des difficultés dès le lancement en 2015 avec la guerre de Boko Haram qui nous a fait migrer, toujours à l'aide de l'agropole de Mokolo, nous a fait migrer de l'extrême nord dans l'Adamawa, d'où on a pu développer très rapidement la culture du soja. Et de 2015 à 2016, on a pu avoir plus de 3000 paysans sojaculteurs, presque égal au nombre de l'extrême nord, et qui aujourd'hui, avec plus de 6000 paysans, nous pouvons assurer une production de plus de 20 000 tonnes. Ici, les paysans se sont organisés en GIC, en coopérative, groupe de travail, pour accroître année après année leur production et mieux défendre leurs intérêts. Résultat, les superficies cultivables ont augmenté, les rendements aussi. Le soja, ça donne un peu de l'argent, mais quand on part taper le soja là, c'est suivant la tendance que ça nous menace. Et il faut que le gouvernement nous amène des machines que nous puissions taper le soja. On a par exemple acquis un nouveau champ. Le soja permet, n'est-ce pas, de viabiliser cet espace-là. Et puis l'année suivante, le soja, la culture du soja permet, n'est-ce pas, d'enrichir le champ par des engrais. Et cela facilite, n'est-ce pas, la réussite dans le cadre du domaine, dans le cadre du maïs, par exemple. Et puis, la vente du soja permet également, n'est-ce pas, de résoudre beaucoup de problèmes de famine.
À côté de cette agriculture paysanne, se dresse fièrement une culture industrielle du soja. Soproacam, une entreprise nationale, en est la promotrice, avec pour ambition de faire 2000 hectares et de produire les 16 000 tonnes de soja nécessaires pour faire tourner son unité de transformation basée à Douala. Ce sont près de 1000 ouvriers qui travaillent ici pendant les saisons de grande sollicitation. Ils y font du désherbage, du dessouchage, du sémage et puis des récoltes. Mais le plus difficile, c'est sans aucun doute le dessouchage, parce qu'il faut aller chercher dans les entrailles de la terre les racines des arbres pour permettre aux machines agricoles de se mouvoir sans difficulté. Le dessouchage au niveau de notre exploitation a une importance majeure. Principalement, c'est pour éviter la détérioration de nos engins, que ce soit pendant le labour, éviter que ça nous casse les charrures, ou bien pendant les semis, et même pendant le nivelage aussi. Après avoir labouré, quand il faut niveler, avec nos herses à disque, il suffit qu'il y ait des souches comme celle-ci qu'on n'a pas retirées, donc que ça nous casse et les disques et bien d'autres éléments. Bien, la viabilisation passe par plusieurs étapes. Et après la déforestation, en dehors du dessouchage mécanisé, donc avec les engins, il y a toujours des souches comme celle-ci qui restent, des souches isolées que l'engin n'a sûrement pas pu tirer. Alors avec les manœuvres que vous avez vues tout à l'heure, nous les ciblons et nous les retirons. Et ça peut se répéter même au bout de 2 ans si on constate qu'il y en a qui repoussent encore. Ça peut se répéter autant que possible jusqu'à ce qu'on s'assure que la parcelle est parfaitement propre et libre de tout obstacle pour nos activités. Une activité à haut risque pour les tracteurs et autres appareils agricoles utilisés ici. On rencontre les pannes sur les charrues. Les charrues, ce sont les choses qui bloquent les charrues. Après, les charrues se cassent. Ça endommage la machine en même temps. Et la machine, quand on n'enlève pas les choses au champ, la machine sera toujours gâtée. Et si ça se gâte, on n'a pas les pièces de rechange sur place. On doit commander à l'extérieur pour trouver les pièces. Les engins utilisés ici, ce sont des dessoucheuses, des laboureuses, des tracteurs pour le sémage, très importants dans la préparation de la terre qui va accueillir les grains de soja. Vous venez d'assister là à 2 étapes très importantes de la préparation du sol, à savoir le labour et le nivelage. Le labour qui ici s'est fait avec une charrue à soc et ça permet bien sûr de remuer le sol. Et après le labour, le sol généralement se retrouve en état de motte, ce qui n'est pas facile pour les semis. À ce moment-là, il faut casser ces mottes-là et obtenir un sol beaucoup plus propice à des semis faciles. Ce qu'on appelle généralement dans notre jargon un lit de semis.
Et pour cela, on utilise soit une herse à disque, soit une herse rotative. Dans notre cas ici, on a utilisé une herse rotative. Et vous avez sûrement dû voir entre les deux passages, la différence, elle est facilement observable. Après le passage de la niveleuse, on voit très bien que la texture n'est plus la même. On passe des grosses mottes à une couche uniforme et fine, ce qui est parfait pour accueillir de bons semis. On doit s'assurer que ces deux étapes puissent être accomplies pour la constitution du lit de semis qui va permettre d'accueillir les graines. « 6 ans que dure cette expérience du soja dans la région de l'Adamawa. Les premières récoltes ont été difficiles. Il a fallu tester, essayer, chercher pour trouver enfin cette variété de soja, née du croisement entre le soja du Nigeria et celui du Brésil et qui semble avoir reconnu son sol. Oui, au début, vers les années 2012-2013, on s'est lancé dans l'aventure de la culture du soja. À cette époque, il n'y avait absolument pas de références où on pouvait, même au centre de recherche, on n'avait pas là où on pouvait avoir des semences appropriées pour la zone agroécologique de la Vina. Donc c'est pour cela les premiers essais qu'on a, les premières années, on a fait venir les semences d'ailleurs. Donc ces semences, on a eu des problèmes d'adaptabilité par rapport à nos conditions agroécologiques. Pour cela, on s'est dit, bon, autant pour multiplier les chances, il y avait quelques semences locales qui étaient dans la région de l'Essono, à Mokolo plus précisément. On s'est dit que bon, il faut qu'on implique la population, c'est-à-dire les coopératives, dans la culture du soja pour éviter que la seule production qu'on a au niveau de notre site de production ait des problèmes et qu'on soit pénalisé au niveau de l'usine. On a eu donc l'idée, c'est-à-dire que de faire avec les coopératives locales. Donc c'est pour ça depuis 2013, on a impliqué la population. 2014, on a impliqué les coopératives, ce qui fait à ce jour, on a la satisfaction au niveau des coopératives qui sont actuellement dans les 5300 hectares et plus de 3000 membres qui sont sur le terrain et qui nous donnent satisfaction au niveau de la transformation que nous faisons. À terme, la région vise 1500 hectares de champs paysans de soja et 2000 hectares de plantations industrielles. Entreprises et paysans ont dû se donner la main pour atteindre ces objectifs. Oui, le travail avec les coopératives, vraiment, ça se passe dans les différentes concertations, la mise en place à leur niveau, à leur disposition des intrants dont ils ont besoin, le suivi de leur exploitation et la récupération de leur production. Donc ceci, ils les encouragent et pérennisent la production. Parce que si on voit la courbe de progression de leurs exploitations, on se rend compte qu'on est parti du néant au cinquième. Le soja aujourd'hui est sur le point d'envahir le nord du Cameroun. Dans certains villages, notamment dans l'extrême nord, la culture du soja devance de très loin celle des autres céréales traditionnelles. Le retour en investissement est tel que hommes, femmes et enfants s'y sont mis avec enthousiasme. Ça fait 4 mois aujourd'hui que j'ai semé ce soja et la maturation est déjà là, il faut que je récolte. Et quand je récolte ce soja, je vais mettre ça, je mets ça en tas. 2 semaines après, ça va sécher comme il y a le soleil maintenant. Et je viens, je tape
ça me permet de gagner un peu de moyens pour la scolarité pour payer la scolarité de mes enfants. Payer de quoi comme la fête de Noël est déjà proche et je dois payer le nécessaire aussi pour ma femme. Et mes amis aussi auront leur compte là-bas dans tout ce que je suis en train de travailler dans ce champ. Et ce champ n'est pas pour moi seul, mais tout ce qui sort du champ, c'est moi qui le produis. Et mes amis aussi profitent de ça. Puisque même si c'est la fête que j'organise à la maison, la fête ne peut pas être pour moi seul, mais c'est pour tous ceux qui participent à cette cérémonie. Donc voici comment j'effectue toutes mes activités dans mon champ du soja. Dans cette campagne, par exemple, le cœur du village bat au rythme du soja. La transformation artisanale du soja se développe. Sa commercialisation donne vie à la communauté. Fais semblant d'épuiser. Épuise pas et tourne seulement comme ça. Nous voici maintenant dans la première unité de transformation industrielle du soja en Afrique centrale. Dans cette banlieue de Douala, capitale économique du Cameroun, se dresse fièrement cette unité, construite grâce au partenariat avec le Brésil. C'est ici qu'échoue la quasi-totalité du soja récolté dans les plantations du Septentrion. Ici, il est transformé en tourteau de soja, très prisé dans la nutrition animale, et une unité de pression à froid permet également d'extraire de l'huile de soja de première qualité pour les ménagères. Les graines de soja constituent pour nous la matière première. Alors, dans ce camion, vous avez autour de 300 sacs qui nous viennent du nord. En fait, nous avons deux zones de production, deux bassins de production de graines de soja. Parce que dans notre usine, depuis le démarrage de cette usine, nous ne transformons que du soja produit localement. Et c'est ce qui fait en réalité la qualité de notre produit fini qui est le tourteau. Donc c'est des graines de soja cultivées par nous, par des Camerounais, encadrés par ce programme. Donc nous savons de quelles semences il s'agit, nous savons la technique de culture qui est adaptée et nous pouvons être certains de la qualité du tourteau. La qualité du tourteau est forcément un tourteau bio, non OGM.
ici que nous conditionnons notre tourteau de soja. Et ça sert en même temps d'entrepôt. Et là, maintenant, nous commençons quand même à connaître les premières livraisons. Ça a été vraiment très difficile ces derniers mois à cause du problème que nous savons tous, du problème de la grippe aviaire. Lorsque les camions de graines de soja arrivent sur le site, ils sont d'abord pesés sur le pont bascule. Ensuite, ils sont acheminés vers l'atelier de tri qui se trouve derrière nous. Dans cet atelier, nous allons décharger le camion. Et trier les graines que nous avons reçues pour les débarrasser de toute impureté contenue dans la matière première, à savoir le sable, les cailloux, les branchages et les feuillages. Donc, par exemple, ici, c'est un épierreur qui nous permet de récupérer les cailloux qui sont contenus dans la matière première que nous avons reçue. Nous récupérons aussi tout ce qui est déchets, donc les branchages, les feuillages et les peaux, pour essayer de ne transformer que le soja et pas le soja plus ses impuretés. Une fois ce tri effectué, ces graines sont stockées dans des silos. Nous avons une capacité à peu près de 2700 tonnes de stockage de graines. On peut avoir un aperçu de la matière première qui sont cultivées par les paysans de la région du nord et de l'extrême nord de l'Adamawa. Donc ici, nous disposons de 5 silos de stockage, 3 silos, une capacité de 400 tonnes de stockage et 2 silos, une capacité de 800 tonnes de stockage. Je voudrais qu'on te prenne aussi là-bas où le soja arrive, là où le camion arrive. Nous sommes devant le premier atelier de traitement des graines. Donc c'est ici que les graines vont être acheminées des silos par un convoyeur vers ces machines qui vont nous permettre de traiter le soja. Donc les graines sont acheminées des silos par ce convoyeur. On a un demi-mètre qui nous permet de voir la quantité qui est entrée en production. Et cet élévateur va nous amener vers les équipements de tri de graines. Donc nous effectuons un second tri en production pour être sûr de n'avoir que les graines de soja que nous allons traiter et non les graines avec leurs impuretés. Après l'étape de tri, on passe à l'étape de concassage. Donc nous avons des tambours qui vont écraser les graines. Bon, ici vous pouvez voir que les graines sont concassées. Après l'étape de concassage, on passe à l'étape de cuisson. Nous allons cuire la graine entre 60 et 80 degrés. Comme vous pouvez voir, les graines cuites qui sortent de la marmite. Après l'étape de cuisson, nous passons à l'étape de laminage.
des flocons de soja de quelques millimètres d'épaisseur, ce qui va favoriser l'extraction de l'huile par la suite. Ensuite, nous passons à la phase d'extrusion, où l'on va appliquer de la vapeur sur le produit pour dénaturer les protéines qui ne sont pas bonnes pour la digestion des animaux et favoriser l'éclatement des cellules pour permettre par la suite de mieux extraire l'huile contenue dans le soja. Ensuite, nous passons à la phase de séchage, où l'on va enlever toute l'humidité contenue dans le soja à l'aide de plateaux chauffants. Donc, on va se balader de plateau en plateau jusqu'à la sortie pour ne garder qu'un moins d'1% d'humidité dans le soja. Donc à la sortie, on se retrouve avec un tourteau sec qui va être acheminé à l'atelier d'extraction pour extraire l'huile contenue dans le soja. À la sortie de cet atelier, le produit est acheminé à l'aide des convoyeurs vers le second atelier où là on va extraire l'huile brute contenue dans la graine de soja. Ici nous sommes dans l'atelier d'extraction qui est l'atelier où se passe l'extraction de l'huile brute dans le soja. Donc pour faire simple, le produit arrive par le convoyeur du haut, que nous voyons là, et va entrer dans une grande machine qui s'appelle l'extracteur. Donc dans cette machine, on va appliquer un solvant chimique qui va extraire l'huile contenue dans le soja. Une fois qu'on extrait l'huile, le produit restant, c'est ça qui est communément appelé tourteau de soja. Nous allons par la suite le griller dans cette grande colonne qui se trouve là, le sécher pour le débarrasser de l'humidité et le refroidir afin de l'envoyer vers l'unité d'entassage qui se trouve de ce côté. D'autre part, nous avons l'huile extraite qui contient encore du solvant, dont nous allons procéder par chauffage et évaporation pour pouvoir recueillir le solvant contenu dans cette huile brute extraite et ne garder que l'huile brute. Une fois cette huile brute recueillie, on l'a stockée dans les tanks de stockage que vous voyez derrière nous. Et le solvant évaporé va être remis sous état liquide pour être stocké et réutilisé. Donc pour cela, on se sert de condenseurs qui vont refroidir à l'aide de l'eau froide. C'est pour ça que vous voyez cette grande fosse avec de l'eau à l'intérieur qui va nous permettre d'acheminer de l'eau froide dans les condenseurs, refroidir le solvant gazeux et le rendre liquide pour pouvoir le réutiliser. Une fois que l'huile est extraite du soja, ce qu'il nous reste, c'est ce qu'on appelle communément tourteau de soja qui va être utilisé en provendeurie. Ce tourteau, il va être grillé, séché et refroidi avant d'être envoyé à l'atelier de conditionnement où là, ce tourteau va être ensaché pour être expédié vers les grossistes et les fermiers. De l'autre côté, nous avons le solvant qu'on utilise pour extraire de l'huile. Nous allons, par chauffage, récupérer le solvant que nous avons utilisé et ne garder que l'huile brute que nous allons stocker dans des tanks de stockage afin de la raffiner plus tard pour pouvoir la conditionner en huile raffinée de soja qui pourra être vendue chez les grossistes, dans les marchés et dans les supermarchés. Donc pour faire simple, c'est à peu près ça le processus de transformation sur le site. Si l'entreprise n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, ses ambitions demeurent cependant intactes. Fournir au marché national la plus grande partie de tourteaux de soja dont il a besoin
pour son élevage et ravitailler les ménagères en huile de soja bio de première qualité. Sopracam est aujourd'hui la seule unité de transformation de soja par extraction à l'exane au Cameroun. C'est la seule unité privée qui s'est mise complètement dans cette filière. Et elle a des visées lointaines, de grandes visées. Nous sommes à l'ère de grandes réalisations. Nous disons, l'unité que nous avons aujourd'hui nous permet de capter 40% du marché local. Et notre ambition à moyen terme, c'est de récupérer tout le marché local, c'est-à-dire que multiplier par 2 ou par 3 l'unité de transformation que nous avons aujourd'hui. Mais en amont, nous comptons remonter, encadrer davantage les paysans, quitter de 6 000. L'ambition, c'est de quitter de 6 000 à 10 000 paysans. L'ambition, c'est de renforcer notre partenariat avec les Brésiliens parce que notre partenariat est très avancé et nous voulons copier le modèle de coopérative brésilien avec les séminaires que nous participons au Brésil pour améliorer la productivité avec des petits engins agricoles modernes. Nous sommes en pourparlers très avancés avec le Brésil et nous pensons que avec les bons contacts que nous avons aujourd'hui, des fournisseurs bien ciblés, tant sur les machines, les semences sélectionnées, nous pensons que avec tout cela, nous devrons mettre sur pied un encadrement assuré pour atteindre nos objectifs. Qu'est-ce que nous voulons faire d'ici 2020? Atteindre 200 tonnes de transformation de soja par jour, ce qui nous permettra d'éradiquer les importations de tourteaux de soja au Cameroun. Cette poudre de soja contribue pour près de 70% à la fabrication de l'aliment pour le bétail. L'Ouest Cameroun est la base arrière de la production avicole. Ces nombreuses fermes fournissent presque en totalité le marché de la volaille en Afrique centrale. L'Ouest est le premier bassin avicole au Cameroun. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et l'Ouest produit, pas pour une consommation interne, mais pour une consommation externe, au-delà des frontières. Tous les pays voisins du Cameroun sont approvisionnés à partir de l'Ouest Cameroun. Avec la grippe aviaire, respectant, n'est-ce pas, le protocole de l'Organisation mondiale de la santé animale, le MINEPIA, n'est-ce pas, a interdit, n'est-ce pas, la sortie des œufs hors de frontières. Les œufs vont au Tchad, les œufs vont à Bangui, en République centrafricaine, les œufs vont au Congo-Brazza, les œufs vont au Congo-Kinshasa, les œufs vont jusqu'en Libye. Donc, ne pouvant plus exporter les produits aviaires dans ces zones-là, la production interne dépasse, n'est-ce pas, la demande. C'est-à-dire, nous produisons d'une manière interne plus que la demande nationale. Donc, on est obligé, les excédents doivent être vendus à l'extérieur. Et quand ces frontières sont fermées, je prends par exemple le Grand Pôle, qui était le Nord Cameroun. Les œufs ne peuvent plus aller au Nord Cameroun via le Tchad. Qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, il y a chute du prix. La filière contribue pour beaucoup à la réduction du déficit de la balance commerciale du Cameroun. Et la filière soja, quant à elle, a considérablement freiné
la saignée des devises nationales vers l'étranger du fait de l'importation des tourteaux de soja. Le secteur avicole au Cameroun représente les 60% de l'activité dans la sous-région. Ça veut dire que l'aviculture fait rentrer les devises, fait entrer les devises au Cameroun. C'est d'ailleurs le seul secteur monopolisé par les nationaux qui fait rentrer les devises au Cameroun. Des provenderies comme celle-ci, il y en a des centaines dans cette partie du Cameroun. Le soja à l'époque, il n'était pas encore développé. C'est l'aviculture en grandissant qui a eu qui a le besoin de se faire sentir et le secteur du soja a suivi. Parce que nous importions beaucoup de soja et les nationaux ont décidé d'investir, de tel que ce programme ont décidé d'investir pour combler ces besoins et pour éviter la sortie massive des devises. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je vous parle de la savonnerie, je prends un cas. La savonnerie, l'huile de palmiste entre autour de 20% dans le savon. Donc voilà 20% du coût du savon. Or, l'huile de palmiste, il est autour de 36% en extraction dans le noix de palmiste. Ce qui fait que pour qu'on ait une huile de palmiste à bas prix, il faut que les 64 autres % aient servi à quelque chose. Si c'est un prix zéro, alors ça veut dire qu'on va répercuter tout le coût de production sur l'huile, sur les 36%. Mais aujourd'hui, quand on produit, les 64% sont destinés comme matière première à la provenderie, qui entre dans l'alimentation des bétails. Donc, du coup, cela réduit le coût de production du savon. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que quoi? Nos savonniers exportent dans les pays voisins. Le plus souvent, c'est le Soudan, c'est le Tchad et la Centrafrique. Quand ils exportent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils envoient du savon, en Djamena par exemple, les camionneurs ne peuvent prendre à un prix compétitif que parce qu'ils sont sûrs qu'au retour, ils porteront des tourteaux d'arachide pour les compensations des provenderies ici, pour la nutrition animale. Ce qui fait que d'office, on se retrouve en train de supporter 40% des charges de logistique, de transport pour l'exportation des savonniers. Aujourd'hui, quand ces 40% ne sont plus là, ce qui fait que le savonnier qui doit supporter 100%, il n'est plus compétitif sur le marché extérieur. Et vous verrez que ça va faire dégringoler la balance, déséquilibrer de plus en plus la balance commerciale du Cameroun. Maintenant, parlant des minotiers, quand vous produisez votre farine, il ressort du blé qu'autour de 20%, c'est des déchets qui n'entrent pas dans la farine. C'est du son, c'est du remoulage. Qui les récupère? C'est nous qui les récupérons. Avant, c'était brûlé. Et quand c'était brûlé, alors on devait avoir un coût de farine plus élevé. Parce qu'on répercutait tout ça. Aujourd'hui, quand les minotiers nous retournent cela, ça veut dire que nous les aidons à supporter 20% de coût de production. Et d'office, la ménagère se trouve avec un pain bon marché, une farine pour son bon marché également. Ça, c'est l'appui que nous apportons aux minotiers. Et d'autre part, les minotiers, quand ils exportent aussi en Centrafrique, ils ne peuvent avoir des prix compétitifs parce que les compagnies de transport savent qu'en retour, ils vont nous amener tout autour de coton de Bangui. Et ça veut dire que si nous supportons pratiquement 40% des coûts de transport. Ça, c'est pour les minotiers. Il va de même pour la santé d'une entreprise comme Sodecoton, qui, jusqu'à une date récente, quand l'agriculture n'était pas développée, ils jetaient dans la nature ces tourteaux de coton. Quelquefois, ils s'étaient brûlés, quelquefois, c'était utilisé comme des fertilisants de seconde catégorie. Aujourd'hui, c'est un produit phare que Sodecoton doit vendre. Si nous ne faisons pas ça, alors ça veut dire que notre filière coton va mourir. Parce que si elle doit s'attendre à s'appuyer justement sur la fibre pour survivre, elle ne tiendra pas. Pas de surprise donc, si ces provenderies sont logées juste à côté des gros élevages de l'ouest du pays. La grippe aviaire, qui a frappé le pays à la mi-2016, a fragilisé la filière soja et démontré à souhait qu'il était peut-être temps que l'État du Cameroun s'y intéresse enfin. Là, c'est vite. On n'a plus de poules ici. Voilà. Vous voyez, lui, il est vide. C'est comme ça. Ça, c'est un bâtiment qui pouvait avoir des capacités de 5000 poules.
Et puis là, on ne peut rien. Mieux, puisqu'en élevage, on a au moins 10 matières premières qu'on mélange pour avoir de l'aliment. Donc quand vous parlez du maïs, soja et soja, vous ne voyez plus rien. Vous comprenez que vraiment c'est difficile. On vit au jour le jour. Il y a des sites vides qu'on a sortis les plus vendus à 800, espérant que ça devait vite passer. Malheureusement, ce qui nous a encore enfoncé dans ces pires. Nous sommes vraiment découragés, on ne sait pas. Nous vendons au pouvoir public, c'est vrai qu'il nous est recensé, mais c'est vrai que le pouvoir public nous est recensé, qui tient vraiment à cela, à nous compenser plus tard. Sinon, l'agriculture au Cameroun, ça ne pourra plus jamais tenir. Si l'État vraiment ne voit pas ce problème à fond. Non seulement réfléchir, lever à temps et appuyer les éleveurs, puisque l'Ouest, c'est le grenier de l'élevage au Cameroun. Mais si vous vous promenez dans des fermes, vous allez voir autant de bâtiments vides. Beaucoup de poules qu'on a sortis vendent à 700, 800, certains qui sont morts en manque de nutrition parce que nous ne pouvons pas vendre. Certes, l'État a créé des agropoles de soja à Mokolo dans l'extrême nord et à Dibombari dans le littoral. Mais il reste évident que la filière a besoin de davantage de soutien pour faire face aux défis qui l'interpellent. On ne se voit plus investir, d'autant plus que, comme je suis retiré loin ici, là, je voulais justement faire un truc industriel. Il y en a des bâtiments, il y en a des sites que j'ai terrassés là. Il y a un autre bâtiment moi, en chantier que j'avais lancé, mais je n'ai plus de force. Donc, si l'État justement ne nous aide pas, c'est que ça serait très difficile encore même pour évoluer le lendemain. L'avenir s'annonce plus que radieux. La filière soja, mieux accompagnée, peut transformer à elle seule le visage agro-pastoral du Cameroun tout entier.